Je sais pas si vous avez remarqué, mais au courant des 2 dernières semaines, on a été un peu tranquille sur la chaîne. Mais ne vous en faites pas, l'école du jeu est de retour. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de décembre. Mais avant de commencer mon segment, je veux prendre le temps de vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes avec les gens que vous aimez ou juste pris du temps pour vous ressourcer, pour prendre une petite pause de temps à autre, ça fait du bien. Donc nous, sur la chaîne, on a décidé également de prendre une petite pause, mais là, on est prêt à revenir et en force. Parce qu'on a un paquet de belles choses à vous proposer tout au courant de l'année. Donc oui, il va y avoir des segments qui vont revenir, donc mes segments Quoi de neuf et Throwback sont très bien appréciés de la communauté, et même moi, particulièrement, j'adore produire ces segments-là. Mais j'ai également d'autres idées de nouveaux segments, peut-être des segments qu'on va ramener, ou juste de rajouter différentes choses. D'ailleurs, on est toujours à l'affût. Si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, vous voulez qu'on exploite un peu différentes choses, gênez-vous pas de le marquer dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous pour faire évoluer la chaîne avec des choses que vous allez apprécier. Donc c'est certain que au courant du début de l'année, je vais également me lancer dans une tonne de tops différents de l'année 2023 parce que au courant de l'année, j'ai eu l'occasion de jouer à énormément de jeux et il y a beaucoup de ces expériences-là que je veux vous partager. Je veux vous partager les jeux que j'ai préférés, les jeux que j'ai moins aimés, mais surtout pour vous faire une idée. Parce que oui, on a la chance, on a le privilège même de pouvoir essayer une tonne de jeux, mais c'est justement pour pouvoir vous en parler, pour trouver les choses qui peuvent vous intéresser. Et si jamais il y a des goûts également, donc c'est certain que quand on écoute des personnalités ludiques, on écoute des gens, des fois, on commence à connaître un peu leur goût, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, mais également connaître leur opinion et savoir pourquoi surtout. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter avec vous. D'ailleurs, j'ai énormément de plaisir à faire ça, de pouvoir essayer une tonne de jeux et je pense que c'est vraiment, je me compte vraiment chanceux, donc je suis privilégié par rapport à ça, mais ça c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui nous écoutez vidéo après vidéo, semaine après semaine, mois après mois. C'est toujours génial de savoir que les gens aiment qu'est-ce qu'on fait et ça nous donne juste envie de continuer et de continuer encore plus fort. Donc je vais commencer immédiatement avec mon segment Quoi de neuf. D'ailleurs, je me pose la question pour le futur, si jamais vous avez une idée là-dessus, marquez-le. Je me demandais si je serais pas mieux de segmenter mon segment Quoi de neuf en 2 sections. Donc, une section pour le Quoi de neuf, donc les nouveaux jeux que j'ai joués au courant du mois. Donc, et une autre vidéo pour les jeux auxquels j'ai rejoué, donc de parler de mes expériences de jeux que j'ai déjà parlé dans le passé, mais des fois, en rejouant un jeu, on a une opinion un peu ajustée, parce que oui, deux parties, les premières parties vont souvent nous donner une idée, après ça, on va revenir, d'ailleurs, mon segment Throwback sert un peu à ça, et je veux pas nécessairement faire doublon dans mes segments, sinon, je peux toujours aussi produire un segment Quoi de neuf un peu plus long, ça vous permet de pouvoir choisir également ce qui vous intéresse. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous allez voir des marqueurs de temps, si jamais il y a des moments qui vous intéressent, des jeux qui vous intéressent en particulier, donc vous pouvez rapidement sauter d'un jeu à l'autre comme ça, mais je pense que si vous êtes comme la plupart de nos auditeurs, vous aimez avoir l'intégrale et ça me fait plaisir de le faire pour vous. Donc, je commence, comme d'habitude, mon segment Quoi de neuf avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Donc, au courant du mois de décembre, j'ai joué 66 parties de 38 jeux différents et là-dedans, il y en a 14 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, beaucoup de jeux différents, beaucoup de nouveautés, mais j'ai eu également la chance, le plaisir de rejouer à énormément de jeux qui sont très très hauts dans mon top. Donc, au courant des derniers mois, avec un ami à moi, avec mon ami Guillaume, je me suis mis à revisiter un peu les jeux de mon top 15 parce que pour ma part, je vais jouer quelques parties d'un jeu, mais souvent, je vais sauter d'un jeu à l'autre. Et j'ai mes classiques, les jeux que j'adore, mais souvent, c'est des jeux que ça va faire un petit bout de temps que j'ai pas joué. D'ailleurs, Terraforming Mars, mon jeu qui était en numéro 1 lorsque la dernière fois que j'ai fait mon top, ça faisait plusieurs années que j'y avais pas joué. Donc, j'ai eu le plaisir de rejouer beaucoup de jeux-là. Et je pense que je vais peut-être m'enligner pour éventuellement remettre à jour mon top. Donc, je sais pas quel format je vais prendre. Un top 100, c'est un peu ambitieux. Peut-être un top 50, top 30. Je vais voir, je vais penser à ça, mais j'ai envie de vous partager une liste mise à jour parce que j'adore ça, faire des listes. Donc, contrairement à mon collègue JP qui est pas trop fan de faire des tops, moi j'aime beaucoup ça, de vérifier mes jeux, de changer ça, de passer du temps le soir à regarder mes jeux, de les mettre en ordre, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire quand même et ça me permet aussi de pouvoir vous partager une tonne de jeux différents. Donc ça, c'est un des projets que j'ai peut-être sur la chaîne. Donc, j'ai eu l'occasion de rejouer à beaucoup de ces jeux-là. Et là, l'année 2024 commence et je vais probablement avoir une nouvelle résolution ludique
D'ailleurs, je vais vous en faire part probablement au courant d'une vidéo future. Mais là, on va se concentrer sur mes expériences de jeu du mois de décembre. Alors, je vais commencer tout de suite avec le jeu Empire's End. Alors, Empire's End est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, donc en une campagne de socio-financement. C'est un jeu qui est drôle parce qu'habituellement, on va construire quelque chose. Et dans le cas d'Empire's End, on a une belle ville qui fonctionne et tout au courant de la partie, elle va brûler. Donc oui, c'est inévitable, le feu va prendre et ça veut dire faire en sorte qu'on a des bâtiments qui ne produiront plus de ressources, de points de victoire, mais on va devoir gérer un peu des désastres. C'est un jeu de gestion de désastres. Donc la manière que ça va fonctionner, c'est que au début du tour, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs phases de jeu qui vont arriver, mais la plupart du temps, il va y avoir un désastre qui va se passer. Donc on va retourner la carte et ça va dire un chiffre. Donc on a un tableau qui va être fait avec les mêmes cartes et selon le chiffre qui va avoir été choisi, c'est ce bâtiment-là qui est en danger. Donc, lorsque le bâtiment est en danger, les joueurs vont devoir miser un peu à la manière du jeu non merci. Donc, de dire, si on mise une ressource de nourriture pour éviter la famine, et là, on tourne autour de la table et tous les joueurs peuvent pouvoir mettre un jeton de ressources. Donc, on passe à l'autre joueur, il peut choisir de mettre un jeton de ressources jusqu'à temps qu'un joueur décide de prendre le désastre. Donc, en prenant le désastre, il va également prendre toutes les ressources qui ont été mises dessus, donc pour que les joueurs passent leur tour un peu. Donc, c'est une espèce de non-merci version gamer. Donc, il va prendre ça, mais il va également avoir des petits bonus qui vont se rajouter parce que il va pouvoir prendre la carte et pouvoir bâtir son moteur en le mettant autour, donc de bonifier une autre action. Et là, il y a plusieurs phases de jeu qui vont arriver, des phases de ressources, des phases de construction, des phases de réparation également, et la bonne vieille phase de désastre qui va arriver plus souvent qu'autrement. Donc, tout au courant de la partie, on va devoir essayer de générer des ressources pour éviter d'avoir les gros désastres et également de déplacer nos bâtiments parce qu'au départ, tout le monde commence avec un plateau relativement symétrique, mais plus la partie va avancer et on va pouvoir déplacer nos bâtiments. Donc, certains bâtiments valent énormément de points de victoire. Donc, si jamais il n'est pas à la même place que les autres joueurs vont vouloir tenter absolument de le conserver à tout prix. Donc, ça va être une belle occasion de pouvoir faire en sorte qu'ils misent beaucoup de ressources pour pouvoir les collecter par la suite. Donc, un jeu qui roule bien, qui est pas trop long, qui est rapide quand même à expliquer aussi. J'ai trouvé que l'idée était vraiment bien pensée. C'est un jeu qui gagne à être joué à plusieurs joueurs. Il est plus intéressant à cause de l'aspect de mise. Quoique j'ai joué à 2 joueurs et c'était quand même très jouable quand même. Mais je pense que lorsqu'on est 3 ou 4 joueurs, ça devient plus intéressant parce que ça va autour de la table et également il y a des phases qui vont avoir des doubles désastres. Donc, le bordel pogne encore plus. C'est juste drôle d'avoir un jeu où tout va bien et les choses vont se dégénérer tranquillement pas vite comme ça jusqu'à la fin de la partie où une bonne partie de notre ville va probablement avoir brûlé. Je continue avec un jeu qui s'appelle Last Light. Alors Last Light est un jeu 4X, donc d'exploration, c'est un jeu de civilisation un peu. Ça reprend l'essence que ce que Twilight Imperium ou Eclipse pourrait être, mais le distille dans une durée de 1 heure. Et là, comment on fait ça, un jeu en 1 heure comme ça, qui réussit à cocher toutes les petites boîtes de ces gros jeux épiques-là, eh bien, en utilisant un système d'action simultané. Donc, les joueurs vont avoir un système d'action, on va choisir une action, tous les joueurs vont révéler, et mis à part une seule action qui est celle-là de se déplacer, d'attaquer, tout va être fait de manière simultanée. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de jeux qui ont proclamé d'être un jeu de 4X en 1 heure, mais Last Light réussit à le faire et réussit vraiment très bien. Seul bémol, par contre, c'est que la production est inégale, je dirais. Parce que oui, c'est très beau, on a des belles planètes, des belles grosses billes, c'est visuellement très impressionnant. Et là, j'ai la version de base, la version magasin. Je sais que la version Kickstarter pouvait venir avec des vaisseaux en plastique, etc. Je n'ai pas ça, mais la version magasin a quand même ces belles billes de planètes-là qui servent absolument à rien. Rien du tout, mis à part d'avoir de l'air beau sur la table, mais ça a de l'air pas mal beau. Un des problèmes avec le jeu, je pense qu'elle vient pas du jeu en tant que tel, mais vient de l'éditeur. Donc Grey Fox Games a, on dirait, tourné les coins un peu ronds. Il y a certains éléments dans les textes de règles qui ne sont pas présents sur les cartes, des mots-clés qui ne sont pas utilisés. Donc on dirait qu'il y a une espèce de petit mélange là-dessus, une iconographie inégale. Au milieu, il y a une icône qui signifie n'importe quel vaisseau, puis sur un aide de jeu, ça marque petit vaisseau. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça qui viennent me faire un peu grincer des dents par rapport à la production. Mais par exemple, le jeu, un coup qu'on a réussi à comprendre tous ces petits éléments-là, qu'on s'est ajusté, le jeu roule tellement bien et tellement rapidement. C'est un jeu où c'est une course au point de victoire. Le premier joueur à avoir 20 points de victoire va gagner la partie. Il y a des parties qui sont très inégales des fois, mais c'est un jeu qui une expérience autour de la table. Donc, en 1 heure, on va se battre, on va avoir des combats, on va monter notre technologie, on va se bâtir un petit moteur technologique par rapport à ça. On va avoir des vaisseaux de différentes factions. Je dirais que les pouvoirs des différentes factions sont également très, très débalancés. Il y en a certains qui sont
vraiment inutiles, d'autres qui sont vraiment super. Je pense que il faut pas prendre le jeu comme étant une expérience parfaite et égale. Non, c'est vraiment un jeu, je dirais pas, c'est difficile à expliquer. Pas un jeu de party, là, mais c'est un beer and pretzel qu'on dirait. Donc c'est un jeu que, un coup on a adapté, assimiler les règles convenablement, je pense que c'est le bon mot, ça joue très très bien et c'est le fun à jouer. Et malgré le fait qu'il y a des parties qui peuvent se finir qu'un joueur ait 20 points de victoire et que l'autre en ait juste un, c'est arrivé dernièrement. Je pense qu'on a énormément de plaisir quand même à ce jeu-là. Je sais qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle campagne de socio-financement qui va arriver très bientôt sur GameFound. J'ose espérer qu'ils vont régler les petits problèmes techniques pour le jeu parce que on voit vraiment que l'idée du jeu était là, mais que bon, ils ont tourné probablement les coins ronds à quelques éléments et ça l'a probablement nuit au jeu malgré le fait que c'est un jeu qui est le fun à sortir. Je pense qu'il y a une extension qui fait en sorte qu'on peut jouer de 5 à 8 joueurs et en ayant 8 joueurs qui ont déjà joué, je me verrais clairement jouer à ça. Donc c'est certain que on sent un peu claustrophobique parce que bon la map et la carte de jeu est assez petite et en plus de ça, comme c'était passé, ça tourne. Donc à la fin des rondes, il va y avoir un élément qui va tourner. Donc ça fait en sorte qu'on peut pas rester dans notre coin tranquille à faire nos petites affaires comme ça puis se défendre. Non, on doit attaquer. D'ailleurs, lorsqu'on va avoir la phase d'attaque, on va attaquer les autres joueurs. Il n'y a pas de défense, donc il n'y a aucun intérêt à rester là et de vouloir faire la tortue. Oh non, non, non. Il faut aller de l'avant pour essayer de détruire les autres vaisseaux. Donc c'est un jeu qui mise beaucoup sur une belle expérience. Ça reprend un peu un jeu qui s'appelait Nexus Up, un jeu que j'avais beaucoup aimé, où on créait des unités, on envoyait ça comme ça, sans l'élément d'objectifs. Donc, il y a des objectifs, oui, dans le jeu, mais il n'y a pas des objectifs qu'on va piger tout le courant de la partie parce que le problème avec ce genre de jeu-là, c'est qu'habituellement, quand on réussit à avoir des objectifs qu'on a réussi, donc on va piger des objectifs et là, oh, j'ai réussi lui, ben j'ai réussi lui. C'est comme faire un peu dans les aventures du rail quand on pige des objectifs et là, on a déjà le lien. Mais là, dans ce type de jeu-là, je pense que ça venait nuire un peu à l'expérience. D'ailleurs, Nexus Up, c'est un des gros problèmes que le jeu avait. À un moment donné, c'était vraiment juste une question d'objectifs comme ça, de déjà complétés. Donc, dans le cas de Last Light, ça marche très très bien. Une grosse boîte, une qualité de production, je dirais là, tu sais, qu'ils ont mis le paquet un peu pour que ça look. J'aurais peut-être préféré une version plus petite, une boîte plus petite pour la version de magasin, parce que bon, il y a beaucoup d'espace vide, là, on voit que c'est les choses et les éléments Kickstarter qui devaient aller là comme ça. Ça fait en sorte qu'on regrette un petit peu de ne pas avoir pris la grosse version, mais que voulez-vous, hein, des fois, il faut faire des choix, et mon choix, ça a été de prendre la slide en version magasin, et je suis quand même très satisfait, parce que bon, ça reste que c'est très joli sur la table. Je continue avec un jeu qui s'appelle Big Boss. Alors Big Boss est un jeu qui date de 1995. Donc c'est un jeu du designer Wolfgang Kramer qui a produit énormément de jeux à travers le temps, mais c'est un jeu qui reprend l'essence même du jeu Acquire. Donc je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça de Acquire. Donc Acquire est un jeu qui date de 60 ans déjà de Sid Saxton qui tient très bien la route. D'ailleurs j'ai rejoué à la nouvelle version et j'ai adoré ça. J'en ai parlé pas mal dans mes derniers segments. Et là, lorsque j'ai vu Big Boss revenir par Funko Games, je me suis dit, waouh, ça va être une occasion d'essayer ce jeu-là. Parce que Big Boss n'avait pas eu une grosse distribution. Je pense que c'était un jeu qui était sorti uniquement en allemand. Et ça fait en sorte que, bon, je pense que le jeu était pas très très connu et là Funko a décidé de ressortir le jeu au grand public. Donc oui, le jeu s'inspire incroyablement beaucoup de Acquire, mais j'ai joué une seule partie et il manquait le petit oomph qu'Acquire a. Donc on va acheter des bâtiments, donc des cartes avec des numéros, on va construire des chaînes hôtelières comme ça, on va devoir tenter d'essayer de relier ces différents hôtels-là, mais là c'est fait avec un plateau avec des chiffres circulaires, donc qui se passe vraiment tout autour et là on va le placer faire construire les différents éléments. Il va pouvoir avoir des merges aussi, là où deux compagnies vont se joindre ensemble, et là on va prendre le plus petit des deux, il va être absorbé. Mais je pense que Acquire est beaucoup plus dynamique que Big Boss puisse l'être. Je vais quand même essayer d'y redonner une chance, mais pour ma part, c'est certain que si on me demande lequel des deux que je préfère largement Acquire. Donc c'est basé uniquement sur une seule partie. Il va vraiment falloir que j'y rejoue, mais j'ai été un peu déçu par celui-là. Je continue avec un jeu qui s'appelle Sunrise Lane. Alors, Sunrise Lane fait partie des jeux de Reiner Knizia, un 600e jeu de Knizia peut-être cette année, qui a passé un peu dans le beurre. Donc, c'est un jeu que les gens n'ont pas énormément entendu parler. D'ailleurs, moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler, mais quand j'ai vu le look avec les petits bâtiments, j'ai dit « Ouh, ça m'intéresse ». Donc, qu'est-ce que c'est Sunrise Lane? C'est un jeu de placement, de construction de ville, on va dire un peu, mais on va y aller avec un système de cartes. Et là, on va placer des bâtiments, et là, il va y avoir des valeurs de points sur chacune des cases qui sont colorées. Donc, on va devoir collectionner des cartes de couleurs et essayer de faire des chaînes comme ça, donc de réussir
à avancer pour marquer des points. Ça marche tellement bien, c'est super simple comme jeu. C'est vraiment un jeu qui gagne à être connu parce que le jeu est facile à prendre en main, facile à expliquer, facile à jouer, relativement rapide. Ça donne des bons feelings, un bon feeling quand on réussit à aligner une bonne combine, donc de réussir à aligner plusieurs bâtiments comme ça. Le jeu marche très bien et bon, que voulez-vous, c'est un énième jeu de Reiner Knizia, mais il marche très bien. Le prochain jeu que je vais vous parler est une réédition d'un jeu qui avait disparu du marché il y a quelques années. Donc, Waterfall Parks est en fait une réédition de Chinatown. Je n'avais pas joué à l'original, donc Chinatown, mais de ce que j'ai compris, c'est pratiquement la même chose. Alors, c'est un jeu de négociation et c'est un créneau que je n'ai pas beaucoup dans ma collection. Et c'est également un créneau qui demande d'être 3 joueurs ou plus, donc c'est de 3 à 5 joueurs. Et je crois fortement qu'il est très important de jouer avec le plus de joueurs possible parce que ça rend le jeu vraiment plus dynamique. Donc, dans Waterfall Park, on va devoir tenter de construire notre parc aquatique. Bon, c'est un peu le thème, mais on va négocier des tuiles entre les joueurs. Et là, on peut négocier plein de choses. On peut négocier d'autres tuiles, des points de victoire, donc qui servent un peu d'argent comme ça ici. On peut négocier des demandes futures aussi. La prochaine fois, je vais te donner ça ou des choses comme ça. On n'est pas nécessairement obligé de respecter notre mot, mais si jamais on le respecte pas, je pense que ça va être difficile de pouvoir faire des échanges avec les autres joueurs. Donc, c'est un jeu qui gagne sur l'expérience qu'on va avoir autour de la table. Comme tous les jeux de négociation, c'est pas une science très précise, donc c'est pas très clair qu'est-ce qu'on peut échanger. On peut échanger ce qu'on veut, un peu comme on le veut, et ça fait en sorte que ça fait des parties qui sont très animées. Mais c'est certain que ça prend des joueurs qui vont embarquer dans le jeu comme ça ici. J'ai joué une seule partie, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été très plaisant, très difficile des fois d'obtenir ce qu'on veut. Je pense que c'est ça la beauté de ce type de jeu-là, qui est pas un type de jeu qu'on retrouve énormément sur le marché. Donc, de ce que j'avais souvent entendu, Chinatown est un des piliers des jeux de négociation. Bon, ici, on reprend le même concept, donc il renaît de ses cendres comme ça. Le matériel est également très beau, donc on a droit à des marqueurs, donc c'est des marqueurs carrés pour marquer des propriétés, donc toutes les cases ont des numéros, et on va pouvoir les placer comme ça, et là, on va devoir créer des zones qui sont adjacentes pour pouvoir construire des parcs, construire des éléments, et lorsqu'on va avoir un certain nombre d'éléments, notre attraction va être considérée comme étant complète. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à Chinatown, où on avait droit à un quadrillé, ici, on a droit à des tuiles qui s'overlappent, donc on a des tuiles, et on a des tuiles, donc l'adjacence est beaucoup plus facile à faire, parce que une tuile va toujours être adjacente à plusieurs autres tuiles comme ça, donc il va y avoir 2, 4, 6 tuiles qui vont être adjacentes autour. Ça fait en sorte que ça rouvre un peu le jeu, et ça permet de pouvoir réussir un peu plus nos objectifs. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, et j'ai bien hâte d'y rejouer. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Unmatched Adventures Tale to a Maze. Unmatched est un système de jeu que j'adore. Un jeu de confrontation, donc qu'on peut jouer à 2, 3, 4 joueurs. Souvent, je vais le jouer à 2 joueurs, où un joueur va prendre un personnage et il va devoir affronter un autre personnage. Et ce qui est fun dans le système de Unmatched, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de propriétés intellectuelles qui ont été prises également, que ce soit Marvel, que ce soit Jurassic Park. Il y a même Bruce Lee qu'on peut prendre. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnages différents et on n'est pas obligé de tout avoir. Je pense que le but, c'est vraiment de se concentrer sur les types de personnages qu'on préfère. Donc, moi, c'est certain que j'adore Marvel. J'ai énormément des boîtes de Marvel. Je trouve ça très amusant de pouvoir essayer plein d'autres choses. Ça fait penser un peu à Dice Throne, du fait qu'on a plusieurs choses qu'on peut mélanger ensemble. Mais là, Tale to a Maze amène un mode coopératif, alors que le jeu était compétitif uniquement avant. Donc ici, on a droit à un mode de jeu. Là, la boîte en tant que telle est assez pour pouvoir jouer comme ça, en mode coopératif. Donc on a 2 vilains, on a le Mothman et les aliens, et on a également des héros. Et là, les héros, on va pouvoir les prendre pour pouvoir les jouer en compétitif, et on peut également prendre les personnages qu'on avait déjà et pouvoir les inclure pour affronter un des 2 méchants. Donc, un peu à la manière de beaucoup de jeux coopératifs, on va avoir un méchant qui va se promener, qui va avoir des conditions de victoire, qui va essayer de mettre de la pression. Les joueurs vont devoir travailler habituellement pour essayer de vaincre le méchant, et le plateau va changer un petit peu. Donc, pour le Mothman, il va y avoir des ponts qui vont être mis, donc qui permettent de relier certaines cases, et là, lorsque les ponts vont être détruits, on ne pourra plus passer par ces cases-là. Donc, j'ai joué uniquement en solo à Tale to a Maze avec les personnages du jeu de base, donc j'ai pas mélangé encore rien. J'ai bien aimé mon expérience. Je pense que ça rajoute des possibilités à un match. Et lorsqu'on a un jeu, un peu comme j'ai cité Dice Throne tantôt, Dice Throne a eu également un mode Adventure qui est un mode coopératif. Et c'est le fun, lorsqu'on a déjà beaucoup de choses d'un jeu, de pouvoir rajouter des possibilités. Donc, Tale to a Maze apporte la possibilité de pouvoir maintenant jouer en coopératif. Et si vous êtes comme moi, vous avez énormément de Unmatched, ça fait juste un gros plus et de pouvoir avoir plus de variété. C'est certain qu'il y a juste 2 vilains auxquels on peut jouer coopératif. Je pense bien que si ça fonctionne, le jeu risque d'en rajouter
rajouter éventuellement, mais c'est un système qui évolue constamment, il y a des nouvelles éditions, des nouvelles extensions qui sortent, et étant donné que chaque chose est individuelle, on peut simplement juste partir en disant « Hey, je vais acheter une boîte avec 3 ou 4 personnages, et voilà, je vais essayer, hey, j'ai aimé ça, je vais en acheter une autre avec d'autres personnages. » Donc c'est vraiment à votre guise comme ça. Je continue avec un jeu qui s'appelle Overboss Duel. Alors, Overboss Duel est une espèce de variante à 2 joueurs du jeu Overboss. Alors, Overboss, c'est un jeu que j'avais déjà vu, j'avais pas vraiment joué. C'est un jeu qui avait l'air un peu de un petit feeling de Cascadia, mais avec un thème 16 bits. Donc, le thème jeu vidéo, pour ça, je l'adore, mais je trouvais que le jeu n'a pas l'air de se démarquer tant que ça. J'ai joué à Overboss Duel et wow! Ça a vraiment été une expérience pénible. Et là, c'est rare que je dise du négatif d'un jeu. C'est très très rare. Habituellement, je suis le gars qui voit le positif dans tout. Mais lorsque j'ai fait ma partie d'Overboss Duel, on l'a même pas terminé tellement que j'ai trouvé que le jeu était... mais un gros mais, parce que on va devoir tenter de placer des agencements de tuiles avec des monstres comme ça ici. On va placer des agencements, on va les prendre, on va les placer de manière à se construire un tableau. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent mettre des bâtons dans les roues de l'autre joueur. Étant donné que c'est un jeu en duel, on s'affronte, on place des tuiles, on peut les placer de l'autre côté et on va déplacer, modifier, ce qui va faire en sorte que c'est pratiquement impossible de se faire un plan de match, d'essayer de réussir à compléter un petit puzzle. C'est pas juste un petit peu mélanger un peu les choses pour pimenter la partie. Non, c'est juste scraper la game constamment des deux joueurs. J'ai pas eu de plaisir du tout à y jouer. Je sais pas si c'est juste cette partie-là. Je sais pas si vous avez joué à Overboss Duel, vous l'avez aimé. Si oui, marquez-le dans les commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce jeu-là, parce que moi, c'est une des rares fois que je n'ai pas terminé une partie. Et ça m'arrive tellement rarement. Vous le savez, je suis le gars qui voit du positif dans à peu près tous les jeux. Que je me dis, ah ben c'est pas grave, c'est juste pour moi. Non, celui-là, j'ai trouvé ça pénible comme expérience. Et c'est triste, ça fait en sorte que c'est probablement une de mes grosses déceptions de l'année. Non pas que mes attentes étaient énormément hautes, mais j'avais quand même hâte de l'essayer parce que oui, le thème me plaît beaucoup. Il est un peu comme le jeu Boss Monster qui était sorti avant. Boss Monster est un jeu qui était correct, mais avec un thème qui le rehaussait, le petit look 16 bits de jeu vidéo, je le trouvais vraiment génial. Mais pour Overboss Duel, un gros ish. Je continue avec un petit jeu, celui-là, qui s'appelle Bahamas. Bahamas, c'est un jeu de groupe. Donc, c'est un jeu que j'ai essayé en fin de soirée avec des amis. Et c'est le genre de jeu qu'on va traîner pour pouvoir sortir avec des gens qui ne sont pas joueurs. Donc, c'est certain que on n'a pas droit à un grand jeu, on a droit à un jeu de groupe, facile à prendre en main. Bon, les joueurs jouent des criminels. Il y a un avion qui va exploser éventuellement, donc c'est un timer de cartes. Et on doit s'échanger des cartes, voler des butins, des cartes de butin, et essayer de réussir à obtenir des parachutes, parce que lorsqu'on arrive vers la fin de la partie, l'avion va exploser et seulement les joueurs qui ont des parachutes vont pouvoir compter leurs butins. Donc c'est un jeu un peu de salopage. On va essayer de mettre des bâtons dans les roues, voler des cartes des autres joueurs, des choses comme ça. Mais ça roule très très bien. J'avoue que c'est pas un jeu que je vais me lancer pour pouvoir acquérir, parce que bon, c'est certain que j'ai pas l'occasion nécessairement de jouer à des jeux de groupe comme ça souvent, mais aller dans une soirée avec des couples d'amis ou des gens beaucoup moins joueurs, je pense que c'est le genre de truc qui a du potentiel de pouvoir bien fonctionner. Donc Bahamas, pour moi, j'ai préféré ce jeu-là à Galarapagos, qui est un autre jeu qui était quand même beaucoup apprécié de beaucoup de gens que j'entends des fois. Moi, j'avais pas vraiment trippé. Bahamas, lui, passe très bien. Je pense qu'il joue de 4 à 8 joueurs, donc ça fait en sorte que c'est facile à mettre sur la table. Comme je dis, on brasse des dés, on offre des dés pour pouvoir aller chercher des cartes, aller chercher des bonus comme ça. Donc facile à prendre en main et ça marche très très bien. Donc je continue maintenant avec 2 jeux qui ont été mes étoiles du mois. Ça pourrait bien ça, je préfère les étoiles du mois. Ouais, tiens, je vais partir dans mon code 9, voir les étoiles du mois. Donc je vais commencer avec une étoile du côté familial. C'est le jeu Dorf Romantik. Dorf Romantik, malgré son titre très très austère, on dirait le Dorf Romantik. Je trouve ça bizarre que ça vient d'un jeu vidéo. Et là, le jeu vidéo, je ne le connaissais pas. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles comme ça. Ils ont décidé de l'adapter en version jeu de société. Donc, c'est un jeu coopératif où on ne peut pas perdre. Vous avez bien compris. C'est impossible de perdre à Dorf Romantik. Mais là, vous dites, où est le plaisir? Le plaisir est de découvrir le jeu parce qu'on a une piste et là c'est un jeu de campagne, mais on peut facilement tout remettre à zéro. On peut partir plusieurs campagnes de manière simultanée. Ça va juste être le matériel qui va être inclus dans le jeu qui va être ajouté, mais on peut facilement tout l'enlever. Donc j'ai commencé à jouer à Dorf Romantik avec mes enfants. Donc oui, c'est un jeu coopératif, un jeu très très zen, très relax, parce qu'on place des tuiles, on doit compléter des tâches. Les tâches vont être souvent de mettre un amalgame de tuiles avec des terrains qui sont identiques. Donc,
la tâche va être de mettre 5 tuiles de forêt ensemble. Lorsque la 5e tuile de forêt est placée, hop, on a complété la tâche. On peut piger une nouvelle tâche comme ça. Et on va continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuiles. Donc, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que quand le jeu évolue, on va débarrer des nouvelles choses, une nouvelle boîte, des nouvelles consignes, des nouvelles tâches, des nouveaux bonus, des nouvelles choses comme ça. Et ça fait en sorte que le jeu évolue constamment. Et là, nos scores, on les voit grandir, grandir. On rajoute des petites choses. Et c'est le plaisir de ce jeu-là de le découvrir comme ça. Lorsqu'on fait un certain nombre de points, on va pouvoir mettre des petits X sur une espèce de carte. Et c'est ces petits X-là qui vont nous permettre de pouvoir débarrer différentes choses. Certaines choses vont être des objectifs à long terme. Lorsqu'on les complète, on débarre des nouvelles choses. On débloque des nouvelles tuiles. On a énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Mon garçon, qui habituellement accroche pas nécessairement facilement sur les jeux de société, a vraiment accroché sur celui-là. Il a énormément de plaisir à y jouer. Donc, Dwarf Romantic est devenu un jeu qui sort énormément sur ma table dans le temps des fêtes. On y a joué beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que le jeu a encore à offrir, parce qu'il y a des petites boîtes qui nous restent à débloquer comme ça. Mais ça fait en sorte que si vous voulez un jeu, et c'est probablement un jeu qui est excellent à jouer aussi avec votre douce moitié, jouer avec des gens qui sont moins joueurs, parce que le jeu est tellement zen, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension en tant que tel. Et à ma grande surprise, ça fonctionne très bien. Un jeu très, très zen. Un jeu où on se cassera pas trop la tête, où on va juste avoir envie de continuer comme ça. Et ça fait en sorte que la prise en main est facile. Et bon, certain que ça va peut-être pas, ça va probablement pas plaire aux gens qui aiment la grosse compétition puis aimer avoir des meilleurs coups que les autres, mais non, c'est un jeu qui mise vraiment sur le fait d'être très zen, et c'est le mot d'ordre pour ce jeu-là, Dwarf Romantic, un jeu très zen. Donc un gros succès autour de ma table. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est un jeu que j'ai joué aussi beaucoup pendant mon temps des fêtes. C'est un jeu qui se joue uniquement en solo. Bon, ils disent un plus sur la boîte, on peut être plusieurs, mais il y a une personne qui prend les décisions. C'est le jeu Ella and Something Shiny. Alors, Ella est l'éclat de la montagne, je crois, en français, parce que le jeu il est sorti en français en Europe. Il devrait arriver en français ici. C'est un jeu, une expérience de jeu qui mise beaucoup sur la narration. Donc, c'est un jeu dont vous êtes les héros. Bon, vous savez, les bons vieux livres dont vous êtes les héros, où qu'on avait, on complète quelque chose. Allez, si vous prenez cette décision-là à la page 303, l'autre à la page 310, on vire les pages, mais là, c'est avec un système de cartes. Donc, lorsqu'on va arriver, on va avoir des cartes qui va être un peu là, ce qui va se passer, et il va y avoir des cartes d'événements qu'on va rajouter. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a le présent, donc la carte qu'on va tirer, et là, les cartes vont nous proposer un choix. À certaines occasions, les choix vont pouvoir se mettre dans le futur. Donc, exemple, est-ce qu'on choisit de faire telle chose ou telle chose? Et là, selon nos choix, on va rajouter des cartes dans l'action du futur, et si jamais on prend une décision qui a un impact ensuite, oh, l'action va aller dans le passé. Donc, il y a des cartes qui vont revenir, d'autres cartes qui vont se rajouter, d'autres cartes qu'on ne verra plus, et le jeu nous propose une belle aventure. Donc, oui, je le sais, ça a l'air d'être très enfantin. Lorsqu'on regarde, on a un petit lapin, ça a l'air tout mignon, tout beau, et en arrière de la boîte, il parle que le jeu est classé 12 ans et plus, et à l'arrière, il marque qu'il peut traiter de sujets émotionnels un peu, donc de sujets sensibles, je dirais. Bon, au début, quand j'ai commencé, c'est quand même pas si pire, mais effectivement, je dois vous dire que oui, le jeu peut toucher certaines cordes sensibles. Le jeu peut toucher également des sujets délicats, je dirais. Fait que c'est certain que si vous jouez avec vos enfants, c'est une chose à prendre en considération. Donc, pour ma part, ma fille a essayé un petit scénario, le scénario d'introduction, le chapitre 0. Elle a vraiment aimé ça. Je pense qu'elle va continuer aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 fois la campagne parce que les choix qu'on va faire pendant la partie vont faire en sorte que, bon, ça va aller ailleurs. Donc, il y a des fins alternatives de chacun des scénarios. Donc, oui, il y a juste 5 chapitres. Bon, en rajoutant le chapitre 0, ça fait 6 chapitres. Et là, j'avais l'impression que, bon, c'est pas si long que ça. J'ai pu le faire en quelques sessions de jeu. Les parties durent une demi-heure, 45 minutes. Vers la fin, c'est un petit peu plus proche d'une heure. Mais il y a quand même un incitatif à revenir parce qu'il y a beaucoup de fins différentes comme ça. Et là, lorsqu'on va refaire l'aventure, on va aller chercher des objets différents, avoir des compétences différentes comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui vont nous suivre de partie en partie. Chacun des scénarios amène différents éléments, amène des nouvelles choses aussi. J'ai trouvé que le jeu était tellement facile à prendre en main, une belle expérience dont vous êtes les héros, et un jeu qui se démarque parce que c'est ça que j'attends d'un jeu en solo. C'est exactement, je pense, le type de jeu solo que j'attendais avec impatience. Un jeu qui va me faire vivre une aventure, un jeu qui ne sera pas une campagne interminable que je ne finirai jamais, un jeu qui sera pas un jeu que je vais modifier ou détruire, parce que non, on peut recommencer très facilement, et les choix qu'on va faire, et là, lorsqu'on le fait une fois, on a le goût encore de le refaire, parce que tous les choix vont nous amener dans d'autres directions.
Bon, c'est certain que pour les bienfaits de la cause, pour pouvoir en parler, bon, je l'ai fait 2 fois, j'ai quand même regardé un peu tout ce que le jeu avait à offrir. J'ai regardé aussi les différentes fins et je peux vous dire que effectivement, ça peut devenir très très touchant à certains moments. Il y a certains moments donnés qui m'ont pris au cœur, qui ont été très très des moments émotionnellement chargés. Et je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de société qui me permettent de pouvoir vivre des choses comme ça. Je pense que la dernière fois que j'avais eu des émotions aussi fortes pendant un jeu, c'était avec le jeu This War of Mine, qui est un jeu qui traite de la guerre, mais du côté civil, du côté que tout allait mal et c'était très difficile. Et on s'attache aux personnages et c'est déchirant. Dans le cas de Ayla and Something Shiny, on a le droit à quelque chose qui est tout bobbly, tout joli, mais que finalement, en arrière de ça, il se cache des choses. Et là, je ne ferai pas de spoil, mais c'est lorsqu'on a une des fins, c'est très poignant à l'intérieur, donc très difficile aussi. Mais le jeu offre tellement de belles possibilités. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est un jeu qui peut être, même si vous n'êtes pas nécessairement fan de jeux solo, ça se prend tellement bien, on a vraiment l'impression du livre dont vous êtes les héros, avec les différents chapitres comme ça fait en sorte que le jeu est facile à découvrir, il est vraiment le fun, on doit gérer des ressources, on doit essayer de faire les décisions, faire des choses comme ça, et tout va nous amener vers d'autres choses. Le jeu est également, bon, au début, le premier scénario sont très faciles, mais plus ça va, et là, on a des conditions pour gagner qui vont devenir un peu plus difficiles, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Le jeu vient également avec un mode avancé, donc un mode difficile, si jamais on veut se donner un peu plus de challenge, et Ayla and Something Shiny permet de pouvoir le faire, donc une belle découverte pour moi. Un excellent jeu solo. Je suis content que le jeu vienne au grand public. Je suis content que le jeu soit traduit maintenant également. La version, comme je disais, française devrait arriver bientôt ici au Québec, mais je pense qu'il est déjà là en Europe. Et si le plus de monde peut découvrir ce jeu-là, qui n'avait pas une grosse distribution à l'origine, c'est un jeu qui date déjà de 2022, mais c'est vraiment un super bon jeu. Donc, ça fait le tour des nouveautés. Je pense que j'en avais des choses à dire. Hein. C'est ça que ça arrive quand on prend 2 semaines de break. On a tellement de choses à vous raconter. Et là, j'ai encore d'autres jeux à vous parler. Ben oui, j'ai rejoué à beaucoup de jeux. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ces jeux-là. Et c'est là que je prends le temps de le faire. Donc, je commence avec une petite boîte qui s'appelle Scout. Scout est un jeu de la compagnie Oink Games, qui est un jeu de lever un peu, mais pas au sens conventionnel. Là. Ça me fait penser à une espèce de variante du jeu du président ou du bon vieux trou de cul, comme on dirait ici au Québec. Donc, Scout est un petit jeu de cartes très malin, vraiment bien pensé. On va devoir essayer de jouer des cartes, d'essayer de vider notre main, de faire plus de points que les autres joueurs en jouant des tricks qui vont être plus difficiles à battre, donc des simples, des doubles, des suites. C'est difficile à expliquer parce que c'est un jeu qui se gagne à être joué. Vraiment belle découverte. Si vous trouvez cette petite boîte-là, ça vaut vraiment la peine. Une mini-boîte, un jeu vraiment malin, vraiment le fun. J'ai pas joué à la version 2 joueurs. Je pense que c'est un jeu qui est le plus fun à jouer à 3, 4 ou 5 joueurs. Donc, la part du temps, je joue à 4 ou 5. J'ai vraiment énormément de plaisir avec Scout. Un jeu vraiment bien pensé. Je continue avec un autre jeu que ça faisait des années que j'avais pas sorti. C'est le jeu Stockpile. Stockpile est un jeu de manipulation de marché boursier. Vous allez devoir tenter d'aller chercher des différentes actions de compagnies, donc des stocks, essayer de faire prospérer les compagnies, de les faire descendre, essayer de les faire cracher pour essayer de nuire à vos adversaires qui fassent banqueroute. Un jeu qui est vraiment bon. Donc, ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué. Je le garde souvent dans ma collection. Ça sort pas super souvent. Je préfère le mode certains 3, 4, 5 joueurs. 3, 4 joueurs, c'est mieux. 3, 4, 5 joueurs, c'est mieux. À 2 joueurs, bon, certains que c'est pas l'idéal, mais ça marche quand même bien. Ils ont fait une petite variante. Le jeu possède plusieurs extensions, mais pour ma part, je préfère vraiment la première extension qui rajoute un module, parce que oui, c'est des petits modules qu'on peut rajouter comme ça ici, mais c'est un jeu qui rajoute un marché variable, parce que dans le jeu de base, les différentes compagnies vont toujours bouger du même... Il va y avoir des cartes qui vont déterminer quelle va être la valeur, donc la nouvelle valeur qui va augmenter, qui va descendre, qui va produire des dividendes. Et dans le jeu de base, on a toujours ces mêmes valeurs-là qui, oui, vont être associées avec différentes compagnies, mais là, avec la première extension, on rajoute des dés qui vont changer complètement la donne. Donc, à chaque manche de jeu, il va y avoir différentes variantes qui vont arriver. Je trouve ça vraiment bien pensé. Donc, Stockpile est un jeu qui commence à dater un peu, mais qui conserve sa place parmi mes jeux favoris. C'est une belle expérience de jeu. C'est le fun parce que le jeu se joue en à peu près 1 heure, offre des décisions qui sont intéressantes. C'est toujours, j'aime beaucoup les jeux de marché qui s'ajustent. Donc, c'est certain que moi, c'est mon type de jeu que j'aime et Stockpile le fait vraiment, mais vraiment bien. Je continue avec un jeu qui s'appelle Baseball Highlights 2045. Alors, des jeux de baseball, il n'y en a pas beaucoup. Des bons jeux de baseball, il y en a encore moins. Mais celui-là est vraiment génial. Alors, Baseball Highlights, c'est un jeu de deck building où on va faire une partie de baseball. Et là, c'est certain que
connaître un peu le baseball à la base va aider beaucoup. Bon, on va faire des simples, des doubles, c'est le nombre de bases que les coureurs vont avancer. Mais je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aimer le baseball. Parce que bon, c'est pas un de mes sports favoris. Bon, j'ai aimé ça jouer un peu quand j'étais jeune, mais de regarder le baseball, je suis pas beaucoup les ligues sportives non plus de baseball. Mais ce jeu-là est vraiment exceptionnel. Donc, dans le passé, j'ai fait sur la chaîne un top 6 de mes jeux de sport favoris. Et c'était clair, Baseball Highlights était vraiment au top. Donc, il y a eu également Football Highlights 2052 qui était un peu moins bon, je dirais, mais baseball est vraiment génial. On peut faire des parties très rapides. Chaque partie va être, on va avoir un deck de cartes qui va évoluer de partie en partie et on va jouer. Les parties sont rapides, ça marche très très bien. J'ai rejoué à ce jeu-là, ça faisait une éternité que j'y avais pas joué. J'ai joué tellement sur mon cellulaire parce qu'il y a l'application mobile. Et là, de rejouer avec quelqu'un à ce jeu-là, waouh, c'est vraiment vraiment super. Un jeu facile à prendre en main, un deck builder qu'on a le goût de revenir. On peut simuler des parties, on peut faire des saisons, faire des 4 de 7 comme ça. Ça se joue tellement bien. Donc vraiment un jeu génial. J'ai eu l'occasion aussi de jouer à Goblivion, la Definitive Edition. Alors oui, petit fait d'habitude que je prends toujours soin de citer. L'auteur, Jean-François Gauthier, est un ami proche à moi. Donc c'est certain que c'est quelqu'un que je vois énormément souvent. J'ai même participé au développement de différents de ses jeux. J'ai pu essayer tellement de prototypes, tellement de choses avec lui. Et certain que chaque fois que je vais parler de ses jeux, je vais toujours mettre ça en avant-plan. Donc j'ai eu l'occasion de tester Goblivion Definitive Edition, qui est la nouvelle version, la nouvelle mouture de son premier jeu. Donc, il a sorti un socio-financement avec Goblivion et le Definitive Edition. Donc, une espèce de refonte de Goblivion. Et j'ai pu m'y remettre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Goblivion. Pour ceux qui ne le savent pas, Goblivion est un jeu solo qu'on peut jouer à 2 joueurs également en mode coopératif de Tower Defense. Donc on va devoir essayer d'affronter différents ennemis en recrutant des personnages, en les faisant évoluer, en jouant des cartes. Donc un bon deck builder vraiment génial. Le jeu tient bien la route, les nouveautés qu'il a rajoutées. Il a ajusté un peu le jeu sur certains éléments et il a créé la version définitive. Donc ça a été vraiment un plaisir de retrouver l'univers de Goblivion. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a également Goblivion, son autre jeu là, que j'ai pu rejouer également avec la nouvelle version qui vient d'arriver la vraie version, parce que j'ai joué énormément au prototype, mais là, on a reçu le Kickstarter, donc c'est vraiment super de pouvoir que les gens puissent également découvrir ces 2 jeux-là, donc c'est toujours le fun de voir ça, de voir des auteurs d'ici aussi, et aussi un ami, de voir réussir comme ça ces nouveaux jeux, c'est vraiment super. Si jamais vous n'avez pas essayé ces nouveaux jeux, essayez-les, ça vaut vraiment la peine. Goblivion est un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc là, cette fois-ci, on était habituellement, tous ces jeux étaient 1 à 2 joueurs. Mais là, il a décidé d'ouvrir ça et on est rendu jusqu'à 4 joueurs. Un jeu qui roule très très bien. Beaucoup de combinaisons de cartes, du deck building. C'est vraiment un jeu qui tire beaucoup de ficelles, de choses que j'apprécie énormément. Je continue avec un jeu qui s'appelle Battleship. Alors, Battleship est un petit jeu tout mignon, des petits moutons. Ça a l'air d'être un jeu pour enfants, alors que c'est le jeu le plus méchant que je connaisse. Oui, parce que le but dans Battleship, c'est de couper l'herbe sous le pied des autres joueurs, de bloquer les autres joueurs. Alors c'est un jeu où on va avoir des petits moutons tout mignons, donc avec des petites pastilles, donc des petites tuiles qui sont vraiment, le matériel est vraiment super. Donc des petites chips comme ça, et on va devoir les déplacer sur un terrain. Donc la seule règle, c'est qu'on lorsqu'on les prend, on peut en prendre autant qu'on veut, mais on doit le déplacer en ligne droite jusqu'à temps qu'on se fasse arrêter par un mur ou par un autre joueur. Ça va aller à l'autre joueur comme ça et on va toujours déplacer nos petits moutons sur le plateau de jeu. Le but va être de réussir à bloquer les autres parce qu'il faut s'étendre le plus possible sur le plateau. Un jeu qui est tellement le fun. J'ai rejoué, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. C'est tellement méchant comme jeu. C'est tellement un jeu de blocage, mais le jeu facile à prendre en main, facile à expliquer. Bon, je dirais que beaucoup de monde dit « Ah, mais ça a l'air d'un jeu pour enfants ». Mais si vous allez jouer avec des enfants avec ça, vous allez les faire pleurer, c'est certain. Fait que j'aime mieux faire pleurer des adultes à ce jeu-là. On se sent un peu mieux à l'intérieur de nous-mêmes. Donc un jeu qui est tellement rapide, tellement le fun. C'est vraiment, j'ai du plaisir à jouer à ce jeu-là. Mais la boîte fait paraître comme ça, comme un jeu beaucoup plus soft qu'il en est vraiment. Donc un des jeux les plus hardcore que je connaisse. Je continue avec un trio de jeux qui fait partie de mon top 15 que j'ai pu rejouer, que j'étais très content de faire. Donc je commence avec Smartphone Inc. Alors Smartphone, lorsqu'il est sorti, a eu un gros buzz. Le jeu a été énormément sorti, les gens en ont beaucoup entendu parler, mais après ça, ça a été un peu plus tranquille. Smartphone est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, un jeu économique où on va devoir créer notre empire de téléphones cellulaires, donc de vendre des appareils électroniques comme ça dans le monde entier. Donc c'est un jeu économique assez coupe-gorge, donc c'est certain que lorsqu'on réussit à vendre des choses moins chères que l'autre, on va essayer de se placer, mais ce qui démarque ce jeu-là, c'est que malgré ses allures de jeu économique complexe, le jeu est
tellement bien pensé. Le jeu est divisé en phases claires qui fait en sorte que de l'expliquer, c'est un vrai charme. Ça faisait des années que j'avais pas joué à smartphone et juste d'y revenir, un petit coup d'œil dans les règles et tout fait du sens. Tout est facile à mettre en œuvre, tout est facile à jouer. C'est un jeu qui se joue dans une durée très raisonnable aussi. J'ai fait des parties jusqu'à 5 joueurs en dedans de 90 minutes. C'est un jeu qui est incroyablement satisfaisant. Donc, une belle présentation, un jeu que j'aime beaucoup. Bon, moi, j'ai les versions Kickstarter, donc c'est certain que j'ai une carte pour 2 à 3 joueurs parce que la carte originale est assez grande et lorsqu'on joue avec 2 ou 3 joueurs, bon, c'est assez limité. Il y a des éléments qu'on peut placer pour venir bloquer certains endroits, mais d'avoir la petite map, c'est vraiment claustrophobique. C'est vraiment une petite map très très serrée. J'ai rejoué à ce jeu-là et wow, c'est certain que ce jeu-là reste encore dans mon top. Je continue avec des gros canons parce que j'ai pu réessayer également Ark Nova. Et oui, avec la nouvelle extension que je vais vous présenter sur la chaîne, c'est certain, j'ai pu rejouer à Ark Nova. Le jeu se passe maintenant de présentation. Le monde en a parlé énormément au courant des dernières années parce que oui, c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui est vraiment génial. C'est un jeu où on va devoir construire un zoo, donc éléments de tableau building, de construction comme ça, on va construire notre zoo. Oui, c'est un jeu qui est un peu costaud par contre. C'est certain que je suis pas sûr que j'y rejouerais souvent à 4 joueurs. Ça peut être assez long, mais lorsqu'on joue à 2 ou 3 joueurs, ça roule très très bien et c'est tellement satisfaisant. C'est le genre de choses, de jeu qui va aller facilement dans mon top 10. Est-ce que ce jeu-là pourrait peut-être détrôner Terraforming Mars? Qui sait? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que je vais refaire mon top éventuellement pour vous en parler. C'est vraiment un jeu génial et l'extension fait juste bonifier tout ça. Ça rajoute des nouvelles asymétries dans les actions. C'est vraiment bien pensé. Sérieusement, si vous n'avez pas essayé Ark Nova encore puis qu'un jeu un petit peu costaud vous fait pas peur, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Et le dernier jeu que je vais vous parler, c'est Terraforming Mars. Alors, Terraforming Mars, lorsque j'ai fait mon top, était mon jeu numéro 1. Le jeu qui siégeait donc sur le trône, c'était lui. Mais force est d'admettre que j'ai pas l'occasion de rejouer énormément à ce jeu-là. Donc oui, j'ai joué à Ares Expedition, j'ai joué à la nouvelle version de D, j'ai eu l'occasion d'essayer ces espèces de variantes-là, mais l'original, j'y avais pas rejoué depuis un bon moment. D'ailleurs, ma dernière partie avait été en 2020 et l'autre d'avant était en 2018. Donc oui, c'est un jeu qui a toujours une belle place dans mon cœur, mais ça faisait longtemps que j'y avais joué. Donc je me suis dit, hey, c'est le temps de le ressortir. Et oui, je pense que le jeu va quand même encore être dans mon top. Est-ce qu'il va être encore mon numéro 1? Ça reste à voir, mais j'ai rejoué le jeu de base, donc juste avec Prélude. J'ai pas rajouté les autres extensions. Je me suis dit, je vais recommencer tranquille avec la Big Box. Et wow, ce jeu-là tire tellement de petites ficelles, de choses que j'aime, des combinaisons, de gestion de cartes, de tableaux, de construction, on voit Mars se construire comme ça. C'est tellement un jeu que j'aime. J'ai été tellement heureux de le ressortir. Et ce qui m'a surpris, c'est que malgré le fait que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, ça a été facile de m'y remettre. Ça a été très facile de regarder les règles. Il y a quelques petits éléments de règles que j'ai regardés, mais après ça, whoop, la partie était déjà commencée. Et ça va tellement bien. Donc, c'est un jeu qui roule très très bien. Un autre jeu qui gagne à être connu. Encore là, c'est certain qu'un peu long. Habituellement, je le joue tout le temps en solo à 2 joueurs. J'ai pas joué beaucoup à 4 ou 4, même 5 joueurs. Je pense que je joue à 5. Mais j'ai pas joué avec des grands comptes de joueurs. J'ai toujours beaucoup de plaisir à pouvoir rouler comme ça mes affaires. Mais c'est le genre de jeu qui m'offre tellement de possibilités, tellement de combinaisons, des cartes qui activent une autre et des réactions en chaîne comme ça. C'est ce qui me fait triper dans le jeu de société. Et ce jeu-là, tout comme Ark Nova, le font très très bien. Donc, ça fait le tour de mon quad neuf, un quad neuf très très long aujourd'hui. J'avais hâte de vous reparler, il y a plein de choses à vous raconter, plein d'expériences de jeu. D'ailleurs, comme je vous disais, j'aimerais savoir votre avis, à savoir, est-ce que vous préférez que je garde mon quad neuf juste pour les nouveautés que j'ai faites et que je fasse un autre segment un peu plus style jazette pour vous reparler de ces expériences de jeu-là? Je veux savoir ce que vous en pensez. Alors, on se prépare à une belle année. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. On a maintenant franchi le cap des 18 000 abonnés. C'est beau de voir tout l'amour qu'on reçoit de votre part. Ça fait en sorte que ça nous donne le goût de continuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau de pouvoir avoir cette espèce de tenter le pouls de la communauté, de faire partie de cette belle expérience-là avec vous. C'est le fun. Nous autres, ça demande beaucoup de temps, oui, faire toutes ces vidéos-là, mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Et on trouve ça très gratifiant aussi d'avoir votre retour là-dessus. Et pour ça, ça nous donne juste envie de continuer de vous produire du contenu varié, du contenu qui va vous plaire aussi. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions ou des suggestions de nous en faire part. Si jamais vous voulez également vous aller voir notre Patreon, vous regardez dans la description de la vidéo pour voir tous les détails, pour voir comment nous supporter avec cette plateforme. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!